Maïba Mokhtar Sarr, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors quel regard vous portez sur la situation politique du pays en votre qualité de président de la JDMR? Bien, merci. Bon, vous savez, ça fait bien longtemps que je continue à rabâcher cette vision. Je dis bien rabâcher parce que finalement, nous l'avons tellement répété qu'on a l'impression de prêcher dans le désert. Notre vision de la Mauritanie d'aujourd'hui, c'est que c'est un pays gouverné par un système depuis 1960, donc avec l'avènement du président Mokhtar Ould Daddah. Ce système qui est caractérisé par le fait que c'est un système esclavagiste, un système de ségrégation raciale et un système aussi féodal. Ce même système a duré tout le temps du règne de Mokhtar Ould Daddah, qui a jeté les jalons, n'est-ce pas, les bases de ce système. Et avec l'avènement des militaires, il y a eu une continuation. Donc tous les chefs d'État qui ont suivi jusqu'à l'actuel président ont pratiquement continué ce système avec des régimes différents. J'ai l'habitude de dire que Mokhtar Ould Daddah, qui a été un bâtisseur, on peut l'appeler père fondateur avec tous ceux qui ont travaillé avec lui, a quand même posé un certain nombre de plans de développement, a créé la Mauritanie, disons même en toutes pièces, parce que nous manquions de tout, il n'y avait pas d'infrastructure, et a donné aujourd'hui, a donné à l'époque, n'est-ce pas, un début à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Mauritanie. Naturellement, la guerre du Sahara est venue interrompre son action, et les militaires ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas fait grand-chose, de mon point de vue. De tous les présidents qui sont passés de Mokhtar Ould Daddah jusqu'à Mohamed Ould Abdelaziz, de mon point de vue, Mohamed Ould Haïdallah, quoi qu'on puisse lui reprocher, a été celui qui, de mon point de vue, a créé une certaine rupture par rapport à l'évolution de ce système, n'est-ce pas, ségrégationniste et raciste et féodal, en prenant deux mesures importantes, à savoir la suppression de l'esclavage, une loi contre l'esclavage, mais aussi l'institutionnalisation des langues africaines, Pulaar, Wolof et Soninké, jusqu'à la création d'un institut des langues nationales et l'enseignement des langues nationales en Mauritanie. Maouya aussi Ahmed Taya a porté le système au top, ce système ségrégationniste, jusqu'à procéder même à un génocide. Il a augmenté les disparités, il a provoqué une espèce de schisme entre les communautés, et l'actuel président a trouvé cette situation, n'a fait que terminer, n'est-ce pas, ce système qui est maintenant arrivé à son niveau top, comme j'ai l'habitude de dire. Ça veut dire que le système est, j'ai l'habitude de dire qu'il est clôturé, il est clos. Il ne peut plus se renouveler, parce qu'un système, c'est comme une personne, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit, et qui peut mourir s'il ne trouve pas les moyens de se réadapter et perdurer dans le temps. Alors le système mauritanien n'a pas eu cette faculté d'adaptation. C'est un système qui ne fait que manger, comme je disais, ils ont bouffé du tout, ils ont bouffé du nègre, ils ont bouffé du haratine. Et maintenant, le système ayant pratiquement écarté ces deux franges importantes de la population mauritanienne, se retourne contre lui-même. Donc les franges faibles de ce système sont de plus en plus marginalisées. Et nous sommes arrivés à un niveau où c'est les tenants même du système qui sont actuellement en compétition pour le contrôle du système. Donc la crise qui existe actuellement en Mauritanie, c'est une crise du système lui-même pour le contrôle du système. C'est une crise au sein du système pour le contrôle du système. Donc voilà un peu comment je caractérise le système actuel. Bien, parlant de ce système, vous avez aussi évoqué au préalable la question du racisme d'État, de l'esclavage. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mettre fin à cette pratique que vous dites du racisme d'État et de l'esclavage, préconiser une politique de quota? Dans la solution de ce que nous appelons la question nationale. La question nationale, pour la régler, quand des communautés vivent ensemble, il y a plusieurs façons de régler, n'est-ce pas, les problèmes qui peuvent exister entre elles.
Des pays l'ont expérimenté. Il y a, par exemple, à l'intérieur de d'un État unitaire, n'est-ce pas, qu'on crée des conditions pour que chaque communauté soit représentée. Si cela n'est pas qu'on aille vers, par exemple, des décentralisations plus ou moins avancées, ou alors qu'on aille vers des autonomies, ou alors vers des fédérations, ou parfois même vers la séparation. Ça, c'est les formules qui sont éditées partout à travers le monde pour régler les problèmes de cohabitation. Nous, en Mauritanie, ce que nous, au niveau de la JDMR, nous préconisons, c'est simplement qu'on règle la question nationale dans le cadre d'un État unitaire, c'est-à-dire qu'on ne se sépare pas. On est ensemble, mais il faut trouver une formule pour que chacun puisse trouver sa place dans le pays. Et c'est à ce niveau que nous posons le problème du partage du pouvoir politique, institutionnalisé. Alors on va dire que c'est peut-être à la libanaise, mais nous pensons que dans ce pays, chaque communauté doit quand même se retrouver. De manière tacite, on le fait sans l'avoir inscrit dans la Constitution. On sait qu'en Mauritanie, jusque-là, le président a toujours été un blanc, un mort blanc, pour parler de manière claire. Et on s'arrange à ce que le président de l'Assemblée nationale soit un négro-africain. Jusque-là, c'était ça, jusqu'à l'arrivée de Messoud, qui est maintenant à Haratin. Ou alors le président du Sénat, un négro-africain. Donc il y a une espèce de partage qui, non dit, c'est pas inscrit, et on essaie de le respecter. Mais ces derniers temps, on a eu l'impression que depuis la mort de Bambaré, on a laissé la situation telle qu'elle. Le président du Sénat est toujours en mort, n'est-ce pas? Et le président de l'Assemblée en Haratin, donc les négro-africains, aujourd'hui, sur le plan institutionnel, n'existent même plus. Les négro-africains n'existent nulle part dans une institution quelconque qu'ils dirigent. Alors c'est une situation, des situations comme ça maintenant que nous voulons que ça soit institutionnalisé pour que, effectivement, on ne puisse pas retomber dans la situation qui existait à l'époque où on trouvait un président de la République qui est un mort, un président de l'Assemblée nationale qui était un mort, n'est-ce pas? Tous les chefs, n'est-ce pas, des corps, n'est-ce pas, constitués, des corps de l'armée, de la sécurité, c'est des morts, n'est-ce pas? Tous les banquiers, n'est-ce pas, c'est des morts. Tous ceux qui ont en tout cas des entreprises impostées, c'est des morts. Alors ça, c'est une situation extrêmement grave. Une seule communauté qui détient tout dans un pays et les autres sont marginalisés, ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Et pour éviter cela, il faut que de manière institutionnelle, qu'on dise que bon, à partir de maintenant, si le président, n'est-ce pas, est un négro-africain, le président de l'Assemblée sera nécessairement un arabe blanc, un mort, et le président du Sénat un haratin, ainsi de suite, ainsi de suite. Si il y a le chef d'état-major qui est de telle ethnie, des forces armées, le chef d'état-major de la gendarmerie doit être, ainsi de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est les communautés elles-mêmes qui vont désigner leurs représentants. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. C'est généralement, si nous sommes dans un système dit démocratique, c'est le parti, n'est-ce pas, qui gagne des élections, qui va désigner ses propres représentants, mais en tenant compte de ce schéma. Il mettra les hommes qu'il voudra, mais quand même c'est ainsi que nous voyons. Alors, il y a le partage du pouvoir politique, mais il y a la question culturelle qui est fondamentale. Alors, il faut que les langues négro-africaines, comme le Pulaar, le Wolof Soninké, le Bambara, si vous voulez, y ajouter le Bambaré, parce que souvent on en parle, il faut que ces langues soient institutionnalisées, qu'elles soient enseignées à l'école, n'est-ce pas, et promues, qu'elles soient utilisées à l'Assemblée nationale, qu'elles soient utilisées dans tous les, n'est-ce pas, les trucs de l'État. Alors, cet aspect aussi est extrêmement important, ça doit être institutionnalisé. Il y a effectivement la question foncière, n'est-ce pas? On doit avoir une position claire par rapport à la question foncière pour que l'État, n'est-ce pas, un État qui n'est pas un État égalitaire, n'est-ce pas, ne profite de sa situation pour essayer de déposséder, n'est-ce pas, certaines populations de leur terre, comme cela se passe actuellement chez nous. Donc, ce problème foncier, c'est un problème aussi qu'il faut, l'état civil, le problème de l'état civil, tous ces problèmes doivent être véritablement consignés pour qu'il n'y ait pas d'abus et que la loi fondamentale marque des règles strictes qui séparent effectivement les pouvoirs ou les devoirs et les droits de tout un chacun. Bien. On a vu que dans votre réponse, en tout cas, vous avez abordé la question institutionnelle et les questions politiques, toujours sous le prisme de la cohabitation. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, en faisant de la question de la cohabitation le problème central en Mauritanie, vous occultez ou vous délaissez en partie les questions économiques? Ou est-ce que vous considérez que ces questions sont connexes? Non, les questions économiques sont importantes, mais quand la situation d'un pays est caractérisée comme
ce que nous voyons aujourd'hui en Mauritanie, par une disparité criante. L'économie est au service d'une communauté, au service d'une classe représentant une communauté. Les autres couches ne sont pas effectivement prises en considération. Donc cette économie, c'est vrai, elle est importante, mais elle ne sert pas le pays, elle ne sert pas les Mauritaniens en général. Parce que c'est une oligarchie, ethno-raciale, qui effectivement se fait la part du lion et qui fait que ce pays peut se développer d'une certaine manière, mais ne se développe pas de manière intégrale au profit de tous les citoyens. C'est pourquoi nous estimons que tant que la question nationale n'est pas réglée, quand le problème de cohabitation n'est pas réglé, tous les autres problèmes connexes, effectivement, ne peuvent pas être réglés, selon nous, de manière consensuelle et au profit de tout le monde. Nous allons continuer maintenant sur, on va dire, l'aspect politique. Là, on a abordé un peu l'aspect économique et social, la cohabitation. Vous avez choisi tout récemment de ne pas participer au dialogue politique national qui a été organisé, dialogue dit inclusif. Est-ce que pour vous, après, avec du recul, vous ne considérez pas que ça puisse être une erreur stratégique de votre part de ne pas participer, de n'avoir pas participé à ce dialogue? Non, je viens de lire un communiqué de l'APP qui estime que il y a effectivement des rumeurs qui circulent comme quoi l'État a l'intention de faire passer les résultats du dialogue, n'est-ce pas, par le collège électoral qui va carrément les entériner sans passer par le référendum, ce qui était arrêté. Alors vous comprenez que c'est un dialogue biaisé dont les résultats même sont escamotés. À ce niveau, je ne peux pas regretter ce dialogue-là. Je ne peux pas regretter d'avoir participé à ce dialogue. Cela dit, nous, notre refus d'aller à ce dialogue est motivé par deux choses. Nous avons estimé donc, puisque nous sommes convaincus que la question nationale est la question fondamentale, la question principale, si dialogue il y a, il faut commencer par cette question. Les Mauritaniens doivent d'abord discuter entre eux, voir comment ils peuvent vivre ensemble. C'est le point focal, le point primordial. Si ce n'est pas le cas, ce dialogue ne nous intéresse pas, pour les raisons que j'ai avancées. Le deuxième point, nous avons participé à tous les dialogues qui avaient été faits avant. Nous avons participé aux journées de concertation qui avaient été organisées au temps de Sidou Cheikh. Nous avons participé, n'est-ce pas, aux États généraux de la démocratie. Nous avons participé au dialogue qui avait été organisé en 2011 avec, n'est-ce pas, les Messoul Brocher, les Bodjel. Nous étions partie prenante. À l'époque d'ailleurs, nous étions dans le cadre de la majorité. D'ailleurs, pour vous dire que pour arriver à cette majorité, nous avions fait un dialogue avec le pouvoir sur la base de 7 points que nous avions avancés. Et des points qui concernent effectivement la solution de la question nationale. Tous les thèmes que j'ai abordés ici. Et ils ont consigné, ils étaient d'accord, ils n'ont pas été respectés. Et nous avons constaté aussi que tous les dialogues qui ont été faits, à chaque fois que certains partis politiques d'une certaine teneur, ou certains leaders politiques, n'est-ce pas, d'une certaine envergure, s'ils ne sont pas présents à ce dialogue est toujours à refaire. Alors, nous nous sommes dit, si nous partons à un dialogue qui est à refaire, nous préférons attendre, n'est-ce pas, que ces leaders ou ces partis politiques soient présents pour que nous y allions. Parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à aller à un dialogue qui va être repris parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Alors, si le système, le régime, tient en compte, n'est-ce pas, tient en considération certains partis politiques, mais ne considère pas les autres que comme des appoints, n'est-ce pas, des faire-valoir, nous ne sommes pas intéressés à continuer ce jeu-là. C'est pourquoi nous avons dit, oui pour le dialogue, mais avec tout le monde, n'est-ce pas, pour que tout ce qui peut être arrêté puisse être mis en application. Autre question aussi, vous avez vu que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, ne briguera pas un troisième mandat, le mandat de trop, en 2019. Comment vous, en tant qu'organisation politique, vous comptez profiter de ce tournant pour faire de 2019, on va dire, l'année de l'alternance politique en Mauritanie? Écoutez, bon, la JDMR a pris la décision de participer à toutes les élections, quel que soit Alpha. Parce que c'est une mesure que nous avons prise, une décision que nous avons prise, en tenant compte du fait qu'un régime tel que celui que j'ai décrit n'est pas capable, n'est-ce pas, d'organiser des élections crédibles. Ce régime n'est pas capable d'organiser des élections libres et démocratiques. Par conséquent, nous ne nous étonnons pas, effectivement, que ce soit toujours le pouvoir qui s'arroge le droit, effectivement, de se faire élire. C'est une réalité. Mais nous participons uniquement pour faire entendre notre voix et pour occuper un espace politique, celui que nous obtiendrons, comme cela s'est passé récemment avec les législatives et qui nous a permis d'avoir, n'est-ce pas, 4 députés à l'Assemblée nationale, qui font ce qu'ils peuvent au moins
pour alerter les Mauritaniens sur certains problèmes du pays. C'est ça notre objectif en vérité. Par conséquent, nous ne pensons pas qu'une alternance politique soit possible en Mauritanie tant que l'armée détient encore les rênes du pouvoir, et ce qui est la réalité. En vérité, ce corps constitué, même si le vernis est civil, l'essentiel, effectivement, n'est-ce pas, du pouvoir en Mauritanie est détenu par les militaires. Alors, tant qu'on n'aura pas réglé la question de la présence de l'armée au sein du jeu démocratique, il n'y aura pas d'alternance politique en Mauritanie. Nous n'y croyons pas. Bien. Alors, vous ne croyez pas à une forme d'alternance politique avec la présence des militaires. Vous semblez dire aussi que la lutte politique a montré en quelque sorte ses limites. Et quand vous dites la lutte politique a montré ses limites, quelles sont les alternatives à la lutte politique aujourd'hui? Non, je veux dire simplement que la lutte politique pour l'alternance, pour un changement du système, dans la phase actuelle ne me semble plus possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système va mourir de sa belle mort, mais ce ne sera pas à cause, n'est-ce pas, des coups de boutoir de l'opposition qui fait des marches dans la rue, ou qui écrit des communiqués, ou qui fait des déclarations. Ce ne sera pas ça. Mais le système va mourir à cause de ses contradictions internes. Il va exploser à cause de ses propres contradictions internes. Ça arrive qu'un système explose, parce qu'il y a eu effectivement un niveau tel, n'est-ce pas, la masse critique a été atteinte, et que de là, les choses, effectivement, trouvent une autre issue. Mais à ce niveau, nous pensons que s'il n'y a pas des gens qui se préparent dès maintenant pour prendre la relève, pendant cette période-là, étant entendu qu'ils se sont mis d'accord sur un projet de société au préalable. Parce que ce qui nous est arrivé en 2005, c'est que quand les militaires ont pris le pouvoir, l'opposition qui était là n'était d'accord sur rien du tout. Elle n'était pas d'accord sur certains principes de base qu'elle pouvait apposer effectivement à la nouvelle gente arrivée au pouvoir, le CMJD. Ce que moi d'ailleurs je préconisais à l'époque. Parce que si on avait obligé à l'époque le CMJD à prendre des mesures pour régler la question du passif humanitaire avant de passer le flambeau aux civils, nous ne serons pas aujourd'hui là où nous sommes. Par conséquent, si le système impose qu'il n'y ait pas de Mauritaniens de toutes les communautés qui déjà s'étaient réunis et qui ont décidé ensemble de mettre sur pied un programme qu'ils vont appliquer ensemble, ce sera effectivement une déconfiture très dangereuse pour le pays. C'est pourquoi la JDMR a l'intention de proposer un pacte pour l'unité, dès maintenant, qui aura pour objectif de rassembler tous les Mauritaniens autour de ce programme. Et ceux qui accepteront de signer ce pacte mettront en place un programme de lutte, n'est-ce pas, pour accompagner la chute du système afin de reprendre les choses immédiatement après. C'est là notre action. Et cela demande un dialogue interne au niveau de l'opposition. Et ce qui manque. Jusqu'à présent, l'opposition mauritanienne n'a pas dialogué entre elle-même. Et ça manque. Au lieu de dialoguer avec le pouvoir, l'opposition devait d'abord dialoguer entre elle-même pour arrêter, au moins, des positions claires qu'elle partage, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc nous pensons qu'effectivement, en étant à l'Assemblée nationale, en étant sur le champ politique, nous côtoyons ainsi nos vis-à-vis de toutes les communautés, principalement les Arabes. Et je mets l'accent là-dessus, parce que tant que les Maures blancs, je pèse bien mes mots, ne sont pas d'accord sur une juste solution de la question nationale, comme les Blancs sud-africains l'ont fait en Afrique du Sud, nous n'irons nulle part. Bien. Vous êtes l'opposant qui a peut-être potentiellement le plus rencontré le président Mohamed Ould Abdelaziz durant ces dernières années où vous étiez un parti, vous avez accompagné un peu la majorité. Pour vous, qu'est-ce qui est le meilleur, mais aussi le pire de ce qu'il a pu faire durant ces 2 mandats? Vous savez, les gens parlent, ils racontent tout ce qu'ils veulent, certains le traitent de tous les noms d'oiseaux. Moi, le reproche fondamental que j'ai fait à Ould Abdelaziz, c'est qu'il n'est pas allé dans le sens que je voulais pour la solution de la question de cohabitation. Pour le reste, je pense qu'il a été comme les autres. Il a essayé de faire des choses. Aujourd'hui, sur le plan des infrastructures, il y a des choses qui sont faites. Certains lui reprochent d'avoir amassé beaucoup d'argent au profit, n'est-ce pas, de l'argent de l'État. C'est leur vision, il faut peut-être le prouver. Moi, en tout cas, le problème que j'ai toujours posé avec lui, c'est le problème de cohabitation qui me semble le plus important. Et tant qu'il ne va pas dans cette direction-là, le reste ne m'intéresse pas. C'est ça, en fait, le fond du problème. Quand je dis ça ne m'intéresse pas, c'est peut-être pour dire, mais en tout cas, pour l'essentiel, les actions qu'il a menées pour régler la question de cohabitation, c'est des actions mineures.
Et ça va nous rattraper, ça va le rattraper, ça va rattraper tout le monde. C'est un combat qui est loin d'être terminé et la solution préconisée n'est pas la meilleure pour en tout cas régler la question de cohabitation, la question du passif humanitaire, les problèmes, n'est-ce pas, de société, les problèmes culturels. Jusque-là, je crois qu'on est resté au même stade que du temps, effectivement, du régime déchu. Je vous remercie. Peut-être un dernier mot à ceux qui vous regardent. Bon, c'est pour d'abord remercier toute la diaspora qui m'a accueilli en France et en Belgique. Je demande à tous nos militants de se remobiliser pour remettre les structures en place et pour préparer les échéances futures. Le parti aujourd'hui se prépare pour son congrès. Nous pensons que nous devons d'abord, nous, au niveau de notre parti, aller calmer à l'alternance, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à garder les mêmes dirigeants, sauf si en tout cas la base le veut. Mais en tout cas, nous pensons qu'il est temps que les structures soient revisitées et qu'on aille aussi vers un programme qui doit faire face aux nouveaux défis, n'est-ce pas, auxquels nous sommes confrontés.